La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus depuis Brest pour cette seconde émission consacrée au passage de la flamme olympique sur nos territoires. Nous sommes dans la cité du Ponant pour vous raconter de belles histoires liées à la voile. Cette émission est enregistrée le 6 juin. Demain, le Maxi Banque Populaire 11 va s'élancer à destination la Guadeloupe dans un premier temps, la Martinique ensuite, avec à son bord Armel Lecléache, Sébastien Josse et un équipage de rêve. On vous en parlera dans un instant. Bonsoir Benoît Cattel. Bonsoir. Benoît, directeur général de la BPGO. Nous allons questionner nos deux invités. Merci à Ronan Lucas. Vous êtes le team manager de Banque Populaire Voile. À vos côtés, Sébastien Josse, grand skipper qui, bien évidemment, sillonne les mers à bord du Banque Populaire 11, ce fabuleux maxi. On va en parler. On va avec vous essayer de tout savoir sur l'organisation d'une écurie comme la vôtre, qui gagne des trophées, qui sillonne les mers du monde, qui nous donne un rêve incroyable. Ronan Lucas, vous êtes la figure emblématique, l'éminence grise un peu de ce pôle Banque Populaire Voile. Je ne sais pas si on peut dire ça. J'essaie d'être un peu le chef d'orchestre de l'équipe sportive et de mener à bien nos différents projets qui sont de porter le plus haut possible les couleurs de Banque Populaire. Banque Populaire, armateur, qui est présent sur toutes les grandes épreuves depuis maintenant plus de 3 décennies. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité aussi à conduire une telle équipe. Il y a une responsabilité, mais il y a avant tout une véritable envie de bien figurer, de développer des beaux bateaux qui puissent franchir les lignes d'arrivée en tête. Alors ça, c'est vraiment évidemment l'objectif. On va voir aussi toutes les missions annexes d'une équipe comme la vôtre. Sébastien Josse, un petit mot pour démarrer aussi. Vous êtes né à Nice, mais aujourd'hui, votre terrain de jeu, évidemment, c'est le globe, hein, mais cette Bretagne qui permet aussi de faire vivre tous les grands défis. Oui, bonsoir. Donc, je suis né à Nice, mais j'ai découvert la Bretagne en faisant mon service militaire à Brest, juste à côté, au club nautique des équipages. Et de là, j'ai suivi la formation à Port-la-Forêt et commencé à faire les courses du Figaro. J'ai découvert la course au large, j'ai découvert une région qui m'a vraiment un coup de cœur. Et après, ensuite, voilà, on a tout pour progresser ici. Avec vraiment ces images que vous avez, que nous ne verrons jamais, parce qu'on voit des images vidéo, mais ça n'est pas ce que vous pouvez vivre à travers les mers du globe. Les images, elles font rêver. À vivre, c'est aussi très intense. C'est des fois, parfois difficile, inconfortable, mais quand on arrive justement à passer une dépression, un front, avec un bateau intact, à être performant, et il y a une certaine satisfaction, à la fois personnelle, mais à la fois aussi pour tous les gens qui nous permettent d'exercer notre sport. Et donc ça veut dire qu'un bateau, il est préparé pendant des mois en amont par une équipe de 15-16 personnes. Ça, Ronan, comme il dit, est le chef d'orchestre. Et puis nous, on a ce privilège et cet honneur de prendre les commandes de ce bateau et de l'amener de l'autre côté, et en tout cas de prendre le départ d'une course et d'être le plus juste possible dans la manière de le piloter. Benoît. Je m'adresse à vous deux successivement. Donc demain, ça va être une première mondiale. Jamais personne n'a fait ça. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu ce qui va se passer. Et si j'ai une seconde question, c'est comment on prépare un tel événement? Comment vous le préparez dans la pratique quotidienne, si je puis dire? Voilà, donc première question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? C'est quoi cette première mondiale et qu'est-ce que ça représente pour vous?
C'est un honneur. Avant tout, on va transporter la flamme, ce symbole mondial de sport, mais aussi de paix. On a la chance de l'avoir à bord. C'est un peu perturbant pour nous parce que d'habitude, on fait uniquement des courses. Ça marche comment une flamme à bord, Une flamme à bord, c'est une lanterne. On a découvert ça aussi. Ça a été les premières questions qu'on a posées. C'est le transport de cette flamme, parce qu'on la voit habituellement sous forme de torche et c'est le symbole le plus répandu. Mais il y a également des petites lanternes, des lanternes de mineurs, dans lesquelles on peut entretenir pendant des jours et des jours cette flamme pour traverser l'Atlantique. Donc on l'a préservée dans le bateau, à un endroit bien à l'abri, avec un support très costaud. Et on a essayé de voir, de naviguer un peu avec elle pour savoir comment ça se passait. Et voir si c'était viable de la faire traverser l'Atlantique. Et alors, quoi d'autre? Que prépare-t-on d'autre? On a la flamme maintenant, on a le bateau, ça, il existait déjà. Et comment ça se passe alors? Comment ça va se passer et comment la traversée va se passer? On prépare un équipage, donc c'est vrai que la flamme, ça fait partie d'un équipier parce que c'est vivant, il va falloir la suivre, l'alimenter de temps en temps, éventuellement la régler. D'ailleurs, elle est placée où? C'est où l'endroit le plus stable au milieu? Alors, elle est placée dans un endroit où il n'y a pas de vent, à l'abri des embruns, dans l'habitacle du bateau. Ouais. Donc, à ça, une flamme, ça génère un peu de chaleur. Donc, on fait attention justement à ce que cette chaleur ne puisse pas endommager la partie du bateau. Elle a besoin d'oxygène. Donc, il faut aussi qu'elle ne soit pas dans un endroit clos. Et donc, elle est à moins d'1,50 m de nous, à côté de la banette. Donc, entre Armel et moi, on pourra se relayer au fur et à mesure de nos quarts, justement. On aura un œil dessus et aussi de la réalimenter. Il y a un petit réservoir. Toutes les 10 heures, il faut rajouter un petit peu de paraffine dedans, voilà, pour que la flamme perdure. En sachant qu'on a quand même un backup à l'intérieur. Voilà, on a 2 flammes à surveiller. Une qui est à l'intérieur, dans un endroit un peu plus protégé, moins visible, et une à l'extérieur. Renaud Lucas, lorsque ce projet a pris forme, vous vous êtes dit, avec un équipage, on va dire, de néophytes, parce qu'il y a 2 très grands skippers, mais 4 personnes qui vont travailler, qui vont assurer des quarts, qui vont aussi participer aux manœuvres. Ça demande quoi? Une très bonne forme physique, un peu d'entraînement. Comment ça s'est passé? Alors la forme physique, c'est évident, traverser l'Atlantique, c'est pas une petite aventure, c'est quand même un exploit, surtout sur un bateau de 32 mètres qui peut filer à quasi 100 km/h. Il faut pouvoir tenir le choc, parce que les conditions peuvent être dures. Là, ça devrait aller sur cette transat. Maintenant qu'on a la météo, c'était une de nos inquiétudes, pas connaître la météo, savoir si les conditions n'allaient pas être trop dures pour des gens qui ne sont pas forcément amarinés. Mais tout se présente bien et on a Banque Populaire a choisi les équipiers de la Flamme avec Paris 2024 et on a eu la chance de naviguer avec eux. Alors très peu de temps parce qu'il y a, je crois, seulement quelques mois, le 6 mars, on franchissait la ligne d'arrivée d'un tour du monde. Il fallait juste qu'on check l'intégralité du bateau pour voir si tout allait bien et qu'il était prêt à repartir sur une transatlantique. Donc on a effectué ça rapidement. On a navigué une dizaine de jours avec eux. Et il y avait un peu d'appréhension. C'était assez rigolo quelque part parce qu'il y avait de l'appréhension de notre côté de savoir si eux allaient apprécier. Et inversement, eux, ils s'étaient fait une montagne de ce qu'ils allaient découvrir. Et je trouve que ça a été une excellente rencontre, très belle rencontre, avec beaucoup d'enthousiasme de la part des équipiers, beaucoup d'envie. Et c'est ce qui nous a le plus surpris tout de suite. Et puis, en fait, ils ont trouvé ça nettement moins dur que ce qu'ils avaient imaginé ou de ce qu'ils peuvent voir dans les images qu'on peut leur montrer lors des courses. Ça a été... Benoît? Non, Benoît. Oui. On a croisé, nous, Marie-Josée Pérec, qui est une des 4 équipiers à vos côtés. Elle n'était pas quand même très rassurée. Hein. C'était mardi dernier. Je veux dire, elle était quand même un petit peu peur. Hein. Donc, elle nous a raconté qu'elle avait créé un groupe WhatsApp avec ces E4 hein, et que bon, ils s'échangeaient leurs impressions. Ils se rassurent un peu les uns les autres. Voilà. Et donc, mais bon, très motivés, hein, par contre. Comment on fait concrètement? Donc le bateau, il faut qu'il avance et qu'il arrive à bon port à la bonne date. Je comprends qu'il y a 7 jours pour y arriver. C'est pas beaucoup non plus. Hein. Faut pas mollir, si je puis dire. Et comment vous vous organisez alors? Il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, comment ça marche concrètement dans la vie pratique, si je puis dire?
L'organisation, c'est comme sur tous les bateaux de commerce ou de pêche. Voilà, il y a des cars, des systèmes de cars, il y a des groupes de 3 personnes. Donc Armel aura... Les cars ne sont pas définis encore, je crois qu'ils seront annoncés demain. Donc on aura 2 cars chacun de 3 personnes, de 3 heures. Et à l'intérieur du bateau, il y a 3 bannettes. Donc ce qu'on appelle bannettes chaudes. Voilà. Donc une personne qui monte sur le pont laisse sa place pour la personne qui était sur le pont, donc pour pouvoir se reposer. Et l'organisation de la nourriture, ça va être de la même faite de la même manière. Ça sera pour 3 personnes par 3 personnes. Il y aura des échanges parce que quotidiennement, quand justement il y a les changements de car, on peut passer un quart d'heure pour discuter, ou si on n'est pas fatigué, on peut rester sur le pont pour profiter d'un coucher de soleil ou d'une nuit étoilée. Et voilà, mais c'est vrai que l'équipage était très souriant à la fin des entraînements. Ils étaient arrivés très fermés, en se demandant un petit peu où ils arrivaient. Et nous, ça nous a rassurés de les voir débarquer du bateau avec le sourire, en sachant que ça allait être difficile pour eux, qu'ils allaient avoir quelques heures, voire quelques jours pour s'amariner. Ils étaient quand même un petit peu chablatés en sortant. Mais ça fait partie d'une expérience de vie. Pour eux, ils le disent, c'est unique dans une vie. Donc ils sont prêts à passer outre l'inconfort du bateau et justement ces petits moments un peu délicats. Allez, présentez-nous un peu cet équipage de légende. Alors l'équipage Marie-Jo Pérec, voilà, légende parmi les légendes. Honneur aux femmes, Marine L'Orphelin, Miss France, voilà, et médecin du bord pour le coup. C'est aussi bien de pouvoir se reposer aussi sur Marine s'il y a un problème ou une coupure ou une brûlure, ça peut arriver. Nous, ça nous évitera de le faire. Nous, on le fait, mais pas très bien. Donc, Hugo Rollinger, donc cuisinier, mais aussi officier de la marine marchande. Donc il vient pas vraiment pour cuisiner, mais vraiment pour profiter de cette expérience maritime. On l'a vu barrer à plus de 45 nœuds, vraiment impeccablement bien. Ils aiment la vitesse. Voilà, Marie-Jo, Hugo, ils aiment la vitesse. Même Marine, qui fait des trails, ils aiment se dépasser. Et Alexis Michalik, voilà, fallait la faire. Et qui lui a la moins culture. Voilà, qui va s'imprégner un petit peu de l'ambiance du bateau pour éventuellement les retranscrire plus tard. Voilà, on voit qu'il est très attentif à toutes les petites anecdotes. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très créatif et qui se nourrit un peu des situations qu'il vit. Et en plus, sa pièce Edmond a été récompensée par 5 Molières et il a aussi interprété le rôle de Kersozon. Donc c'est quand même quelqu'un qui a aussi un intérêt très, très prononcé pour la voile. Vous êtes très fier de cet équipage, Jean-Lucas ? Évidemment. C'est une fierté de faire découvrir notre univers du nautisme à des gens qui viennent d'univers aussi différents, avec des expériences différentes. Et puis moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette envie quand même qu'ils ont à bord de découvrir. Ils vont pas juste transporter la flamme, ils veulent découvrir notre monde. Ils commencent déjà à poser plein de questions sur la manière dont ça se passe. Et puis je crois qu'ils vont être servis parce qu'il va falloir mener le bateau comme un équipage en course pour arriver dans les temps de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça va être une très belle expérience pour eux. Quand ils sont revenus des sorties en mer, c'était quoi les premières impressions ? C'était la vitesse. C'est difficilement imaginable qu'on puisse aller à 80-90 km/h juste avec la force du vent, à extraire un bateau qui fait 16 tonnes de l'eau et de le faire voler à 1 mètre. Tant qu'on n'a pas eu la chance de naviguer sur un bateau comme celui-là, on se dit que c'est pas possible. Et en 50 mètres, on voit le bateau s'extraire de l'eau et puis accélérer. Et c'est assez surprenant. Ils n'imaginaient pas forcément des sensations comme celle-là. Benoît. Alors effectivement, tout le monde ne peut pas être à bord. Et nous, on aimerait quand même arriver à suivre un peu cette aventure. Comment on fait? Nous, on reste là. Vous partez. Et donc, qu'est-ce qui est prévu pour qu'on garde le fil avec vous? Alors, on a un 7e équipier, en fait. On a Tanguy Conque, qui est un médiaman, qui est quelqu'un qui fait des images, des scénarios, des films, qui va filmer au quotidien l'activité du bord. Je crois qu'il a prévu de faire des montages quasi sur place, et après ils seront envoyés sur les réseaux sociaux, justement pour participer et suivre l'aventure de cet équipage un peu atypique. Voilà, donc on sera... Et
éventuellement, Tanguy pourra nous aider si voilà, c'est un 7e homme avec un beau passé maritime. Bon, comme ça, on va pouvoir un peu suivre, parce que nous, ça nous intéresse. C'est pas que les potins, hein, on veut voir le bateau avancer, hein, bien sûr. Hein. Quelle est la probabilité d'arriver en avance? Le timing est juste. Voilà, c'est vrai que la météo, on le sait toujours, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Là, on sait qu'on a des conditions clémentes pour le départ. On va avoir une route sud dans les alizés, ce qui correspond à la saison. Maintenant, la position de l'anticyclone, elle peut faire varier de plus ou moins 24 heures à l'arrivée. Alors, on est dans les timings, mais quand on route les bateaux, on les route à 100% de leur potentiel. Aujourd'hui, pour être dans les timings, on sait qu'à 90% ça passe. Mais il ne va pas falloir mollir. Voilà, dès qu'on va partir, on a quand même beaucoup de manœuvres à faire. Il va falloir pousser le bateau quasi à 100% pour justement avoir du bonus sur la fin et pouvoir se relâcher quelques heures avant d'arriver et pas se sentir sous pression. Parce que malgré que ça soit le transport de la flamme où on se dit c'est plutôt cool, on a un timing à respecter. On doit être à 7h10 en Guadeloupe le 15. Donc, ah oui, donc quand même. C'est comme si on avait un compte à rebours au quotidien et certainement ça va nous mettre un peu de pression quand on verra qu'on peut être un peu en retard ou si les conditions ne sont pas vraiment similaires à nos prévisions. Et tout ça, ça peut évoluer au fur et à mesure de la course. Enfin, moi, je le prends comme une course. Voilà, donc, et ce qui avait aussi marqué les équipiers en descendant, c'était leur fatigue à terre après une après-midi. Ils étaient surpris d'être finalement un peu cassés, juste de se gainer et de rester assis sur le bateau. Ça leur a demandé une certaine énergie. Et donc ça, ils se sont dit, oulala, au bout de quelques jours, dans quelle situation on va se retrouver. Voilà, bon, on les rassure avec Armel. On leur dit, de toute façon, on dort, on peut s'hydrater, on peut s'alimenter et tout ira bien à la fin. Donc précision, vous serez vraiment le jour et à l'heure vraiment donné en Guadeloupe. Et ensuite, Ronan Lucas, donc ça se poursuit très rapidement en Guadeloupe avant de prendre un nouvel équipage. C'est ça, c'est une course effrénée. On passe à peine 24 heures en Guadeloupe et on repart vers la Martinique avec un nouvel équipage. En étant un peu plus nombreux à bord de marins, parce que le temps de formation, là, il va être très très restreint. Ils n'auront jamais navigué avec nous et puis on va slalomer dans les îles. Donc là, on a pris 2 équipiers du team en plus pour pouvoir assurer la sécurité du bateau dans ce passage un peu délicat entre les îles vers la Martinique. Avec des noms pour cet équipage Alors moi, je ne connais pas vraiment les noms du deuxième relais. Voilà, il y a également des skippers guadeloupéens aussi. C'est des sportifs des îles. Et Tony Estanguet devrait, ce qui se dit, faire partie de l'équipage. Donc faudra lui faire... faut le faire travailler. Hein. Voilà, on compte sur vous. Hein. Non, bon, et après cet événement complètement magique, elle devient quoi la flamme? Les équipages vont rentrer en avion très certainement. Ils ne vont pas faire la route retour, mais il faudra bien ramener le bateau. Alors le bateau, il va être ramené en équipage de course. Ça va nous servir d'entraînement. Donc une transatlantique, pareil, de 7 jours. Supplémentaire. Donc le bateau rentrera à Lorient, il va être checké, parce qu'il en aura certainement besoin. Fin juillet, on partira à Marseille dans le Vieux-Port pour présenter le bateau pendant la période des Jeux Olympiques. Et ensuite, retour à sa base et changement de configuration justement pour le début de saison avec des régates tout au mois de septembre. Parce que Ronan Lucas, lorsque l'on regarde le planning des courses, ça demande quelque chose de très chirurgical. Préparer un bateau, ça ne se fait pas comme ça. Il faut checker, il faut bien souvent le sortir de l'eau, tout démater, tout vérifier. En fin de compte, c'est un travail incroyable, hein, un maxi comme le vôtre. Oui, c'est ça, surtout après ce tour du monde en solitaire qu'a effectué Armel. C'était une grande première. On se posait tous la question au départ de savoir si les bateaux étaient capables d'être à l'arrivée. Ça s'était jamais fait en maxi multicoque, en solitaire, autour du monde. Quasiment tous les bateaux étaient à l'arrivée. Et derrière, ça nécessitait quand même un gros check du bateau. On démonte tout, on fait passer un expert qui travaille
dans l'aviation d'habitude pour checker les parties composites du bateau, voir s'il n'y a pas d'endommagement qu'on ne pourrait pas détecter à l'œil. Et puis après, toutes les pièces métalliques sont également contrôlées pour vraiment vérifier tout ce qu'il est possible de faire et remettre le bateau à l'eau dans les temps. C'était assez peu ce timing depuis début mars. On a remis à l'eau il y a à peine 10 jours. Et puis après, pour enchaîner, mais le bateau était quand même dans un relativement bon état. On n'a pas eu de mauvaises surprises de ce qu'on savait déjà du Tour du Monde. Parce que ce Tour du Monde, c'était vraiment la grande inconnue pour toutes les teams. Ouais, c'est l'épreuve absolue. On a le Vendée Globe qui est une course en solitaire en monocoque, mais si on fait une petite bêtise sur un bateau du Vendée Globe, le bateau il se couche et on redresse le bateau, il repart. Là, c'était une pression incroyable pour Armel, notamment parce que sur un multicoque, il faut être tout le temps sur le qui-vive, parce que si on fait une bêtise, le bateau il peut se retourner. Là, c'est la fin du jeu. On peut se mettre en danger. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc Armel avec qui moi j'ai effectué 2 tours du monde, enfin moi à terre, lui en mer, sur le Vendée Globe. On a senti cette pression. C'est un garçon qui se plaint jamais, qui est très calme, qui a beaucoup de confiance en lui. Et là, pour la première fois sur ce Tour du Monde, j'ai aperçu ses limites, sa fatigue, le degré de stress que j'avais jamais vu sur une autre course avec Armel, qui est vraiment un animal à sang-froid. Là, on a vu que même un grand athlète comme lui, qui a gagné le Vendée Globe, ça pouvait être dur et ça le poussait dans ses derniers retranchements. Benoît. Justement, comment on fait pour construire une équipe comme celle que vous avez construite ? C'est quoi les grands paramètres, je veux dire dans l'absolu, et en même temps, c'est quoi les métiers? Parce qu'on imagine, on se fait l'image un peu d'une écurie de Formule 1, on voit des gens très spécialisés dans des domaines très différents. Est-ce que c'est ça l'image, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Comment vous pourriez nous décrire votre équipe? Non, c'est un peu ça l'image. On se rapproche de plus en plus des équipes automobiles, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs, on a des techniciens qui sont spécialistes du composite, de l'électronique, l'informatique, les différents cordages, l'hydraulique, la mécanique, parce que sur des gros bateaux qui sont très puissants, c'est... Un exemple, en bas du mât, les efforts qui sont déployés, c'est 80 tonnes. Donc il faut vraiment que tout soit étudié dans les moindres recoins du bateau pour que cela tienne. Donc on réunit toutes ces compétences et puis après, c'est comme dans une entreprise. Il faut développer l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe pour que tout le monde mette son savoir-faire au service de l'équipe et de la réussite du projet. Et ça, je crois qu'on a une chance extraordinaire qu'on doit avant tout à Banque Populaire, avec plus de 30 ans de soutien et vraiment cette capacité à nous donner toujours de la lisibilité. Donc on a des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des projets à venir derrière et qui sont fidèles à cette équipe et qui perpétuent l'expérience d'un projet à un autre. Et c'est très important, je pense que c'est une des sources du succès. Et il y a une fierté en Bretagne d'avoir autant de savoir-faire pour construire des bateaux, d'avoir ceux qui les mènent aussi à travers les mers du globe. On a cette chance incroyable quand même en région. On a une chance incroyable d'avoir une industrie du nautisme aussi développée. Je pense que ça existe pour moi nulle part ailleurs dans le monde. J'ai eu la chance plus jeune d'effectuer la Coupe de l'Amérique à Auckland. Ils n'ont pas les infrastructures, toutes les entreprises avec autant de technicité. Et je pense que ça, on le doit aux sponsors notamment qui investissent dans la voile. On a une chance unique en France d'avoir un sport qui est la voile, qui est aussi développé. Il est aussi développé grâce à ce sponsoring qui... finance des équipes, qui financent l'industrie nautique et qui permettent à tout un tas d'entreprises de spécialiser, de se développer, d'aller maintenant même au-delà des frontières bretonnes et de France, s'investir sur des projets, sur la Coupe de l'Amérique, sur les grands bateaux de croisière, un peu partout dans le monde. Et on peut vous applaudir très fort. Merci Ronan Lucas, Sébastien Josse, bonne traversée. Merci en tout cas, c'était votre TVR BP Go Business Club. Merci Benoît. À très vite.
La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.